Bonjour, shalom, assalam alaikum. C'est toujours avec grande chaleur que nous retrouvons ce studio avec vous, très nombreux sans doute au bout des ondes. Le plateau qui se peuple avec beaucoup de voix que vous aurez à découvrir incessamment. Juste vous annoncer que vous rappelez que nous sommes accompagnés à la technique par le duo Michel Kokou, Victor Betomenga à la console, pendant que Géraud Dakucha travaille à mettre l'émission en ligne. Et moi ici, Kodjo Tete Innocent Sasgaou. On choisit la formule moyenne, n'est-ce pas, Liro Chakala? Absolument. Pour faire bref. Pour faire bref. Parce que nous aurons beaucoup à dire aujourd'hui. Absolument. Ali Romorou Chakala de Courrier de la République qui est avec nous, tout comme Didier Assogba de l'agence en ligne Togo Breaking News. Bonjour. Bonjour Sas, bonjour aux fidèles auditeurs et auditrices de Canal FM et bonjour aux aînés en studio. Merci. Il était avec nous le lundi dernier, il nous rejoint. Lui, c'est le représentant de l'Aspam News, si je suis correct. Exactement, l'agent de service. Kofi Gan Nicolas Digli. Bonjour. Bonjour à tous les auditeurs de Canal FM, et sans oublier les fidèles lecteurs de l'agence de service de presse Afrique Monde. La dernière fois, vous avez mangé 2 lions. Non, ça va. Je parie qu'aujourd'hui, vous en avez mangé un seul. Il les a déjà digérés. Je viens directement de Palimé, donc essayez de comprendre. Voilà. Bonjour à tout le monde. Oui. Eh bien, nous le retrouvons avec beaucoup de plaisir. Le confrère directeur de publication du journal Nouvelle Opinion, depuis qu'il s'est fait élire président du CONAP, il se fait un peu rare chez nous, mais aujourd'hui nous avons réussi à le trouver. Il est avec nous. Arim Yao Chanyao, bonjour. Sas, bonjour. C'est un plaisir de retrouver ce plateau que je porte toujours dans le cœur. Et bonjour aux auditrices et aux auditeurs. Et bonne semaine de travail à tous ceux qui vont reprendre la semaine de travail aujourd'hui. Donc, on a la preuve déjà que même élu président, la voix est toujours enrouée. Mais attention, au fil et à mesure qu'on va augmenter, vos décibels seront en conséquence. Bon, attendons de voir. Surtout que vous êtes en face de quelqu'un qui mange des lions avant de venir au studio. Les militaires disent c'est le terrain qui commande l'action. Attendons de voir. On a démarré, on verra. Merci. Nous avons l'agréable surprise ce matin. Il est venu nous dire bonjour au studio. Et puis, la tentation est trop grande pour nous de ne pas le convier au studio. C'est Olivier Kabasseman, bonjour. Bonjour Sas. Ce nom dit quelque chose, Olivier Kabasseman, Togolais de la diaspora, vous vivez en France, vous revenez assez souvent aussi au Togo, vous permettez le devoir citoyen d'être assez actif sur les questions nationales. C'est à ce titre-là que j'ai tenu que vous veniez avec nous au studio, Olivier. D'accord, je vous remercie Sas. Eh bien, vous aurez à nous éclairer de vos commentaires, vous qui vivez en France, quel est le regard que vous portez sur votre pays, avec l'actualité nationale. D'accord. Merci. En début d'émission, nous voulons souhaiter bon retour de congé à la grande sœur d'Adédé, Teresa Massognan, qui s'est reposée un peu 2 semaines et qui a repris le micro ce matin, comme pour dire que le micro d'une radio c'est vraiment tentant. Il est tout aussi tentant le siège qu'occupe à l'Assemblée nationale Dame Gisèle, l'une de nos plus fidèles auditrices, elle qui est au secrétariat particulier du secrétaire général de l'Assemblée nationale. Elle a joué également de 4 semaines de congé. Elle a repris le boulot ce matin. Dame Gisèle, c'est Alirou, Arim Yao, Didier, Nicolas et Olivier Kabasseman qui vous souhaitent bonne reprise du travail. Et sans transition, la pensée du jour, Olivier, c'est un peu la surprise, la pensée du jour. Les invités la découvrent en même temps et c'est vous qui aurez à nous la commenter. Nous tirons cette pensée de Voltaire. Voltaire qui a écrit
On parle toujours mal si on n'a rien à dire. On parle toujours mal si on n'a rien à dire. Olivier, vous venez du pays de Voltaire, qu'est-ce que ça vous dit? Oui, Olivier? Oui. Oui, Voltaire qui a écrit « On parle toujours mal si on n'a rien à dire ». C'est vous qui revenez du pays de ce grand homme. Alors un petit mot sur cette pensée? Bon, je pense que pour le moment, je n'ai rien à dire. Je suis un peu grippé. Donc, je vais, puisque vous m'avez surpris dans l'émission, je vais essayer de vous suivre en attendant avant de rebondir sur cette pensée philosophique. Merci. Voltaire a écrit qu'on parle toujours mal si on n'a rien à dire. Mais je sais que vous avez beaucoup à dire. N'est-ce pas, Harry Miaou, Alero, Didier et Nicolas? Vous avez certainement beaucoup à dire. Oui, bien sûr. Oui, on a beaucoup à dire parce que on a de bonnes choses à dire. Non, et si on n'avait rien à dire, on se serait tu. Merci beaucoup, comme Olivier qui préfère se taire. Comme l'a recommandé dans Voltaire. Il aura quand même beaucoup à dire. Comme l'a recommandé Il a beaucoup à dire, oui. Comme l'a recommandé Voltaire, c'est-à-dire que quand on se lance dans des ragots, des commérages, ça veut dire qu'on a on excelle là-dedans. Mais quand on n'a pas grand-chose à dire sur quelqu'un qui intrinsèquement fait partie de cette personne, c'est qu'on se lance dans des aventures, dans des commérages sans issue. Donc je crois que Voltaire veut dire par là que quand on n'a rien à dire, il vaut mieux se taire. Sinon vous risqueriez de mal parler. Oui, à force de vouloir dire coûte que coûte quelque chose, on finit par prendre des raccourcis qui finissent par vous ravilir un tout petit peu. Merci. Eh bien, nous allons ouvrir une page portant sur les confrères. C'est pas toujours très heureux, ces informations que nous allons vous porter. Vous le savez déjà, le doyen Roger Mionovi Akwe, qui a été pendant longtemps à Radio Lemay et qui a également travaillé durant de longues années à la revue chrétienne Présence chrétienne, Roger Mionovi Akwe a rendu les armes depuis quelques jours. Et bien avant Roger Mionovi Akwe, c'est Kao Blanzoa Ouiao Maurice, agent de la caisse d'épargne, mais qu'on a entendu pendant longtemps sur Radio Lemay et sur la RTNM Inter. Et puis Kao Blanzoa Ouiao Maurice, qui était avant sa mort l'un des plus grands membres de l'Académie de langue kabyère. Eh bien, Kao Blanzoa Ouiao Maurice en est allé. Nous apprenons que ces obsèques auront lieu en fin de cette semaine. C'est cette fin de semaine qu'un autre doyen, John Holonu Mpati, rassurez-vous, il est vivant. Il est même passé nous dire bonjour. John Holonu Mpati, lui, a perdu sa maman, la vieille de John Holonu Mpati, qui sera également enterrée en fin de semaine dernière. Une petite pause en fin de semaine prochaine. Alirou, un petit mot à l'endroit de ces confrères qui ne sont plus. Akwemi Onovi Roger, Kao Blanzoa et John Holonu Mpati qui a perdu lui sa maman. Oui, ça devient un peu trop. S'il faut aussi ajouter à ce triste décor la disparition du directeur par intérim de Radio Kara, et Akpao Anit, et l'autre confrère de radio Jean-Jacques Jo. Oui, donc vous voyez Jean-Pierre Jean-Jo. Oui, ça fait un peu trop. Qu'est-ce qu'on peut dire? Le créateur les a rappelés vers lui, c'est lui qui a donné, c'est lui qui a repris. On souhaite un bon repos éternel à toutes ces valeureux fils du pays qui sont passés de l'autre côté de la rive, et à la famille, aux différentes familles éplorées, on leur souhaite bon courage et que toutes nos prières accompagnent ces disparus afin que le bon Dieu les accueille dans son royaume céleste. Au doyen Holonu Mpati, c'est quelqu'un avec qui j'ai toujours fait, et quand la triste nouvelle est survenue, j'étais l'un des tout premiers à qui il a tenu à le signifier. Donc je suis de tout cœur avec lui dans ces moments difficiles. C'est vrai, perdre une maman, c'est comme si on perdait une partie de sa vie, parce que c'est elle qui est là depuis, et qu'on est dans son sein jusqu'à ce que nous ne raffermissions nos premiers pas. Et
Et le doyen Holonou a toujours dit de très bonnes choses de sa maman, bien qu'elle soit vieille, elle est toujours là à écouter son fils Holonou, qui par moment recourt à elle pour de petits besoins. Donc elle est partie, certes, elle a pris de l'âge avant de partir, mais elle manquera toujours à Holonou. Mais ce qu'on peut demander au doyen Holonou, c'est que nous sommes de tout cœur avec lui et nous l'assisterons jusqu'à ce qu'il ne conduise sa maman à sa dernière demeure. Merci. John Holonou Pati, qui est orphelin de sa maman, mais la presse qui se retrouve orpheline de Roger Mionovi Akwe, de Kao Blanzo Aouyao Maurice, de M. Akpao Anit, l'ancien directeur par intérim de Radio Kara, tout comme de notre ami Jean-Pierre Jean-Jo. Que la terre leur soit légère selon la formule consacrée. Mais nous continuons sur notre registre, toujours avec les confrères. La nouvelle fait le buzz sur les médias internationaux depuis quelques jours. C'est le confrère saoudien Hamal Khashoggi, journaliste saoudien, dont on craint pour la vie depuis qu'il est entré dans le consulat de l'Arabie Saoudite à Istanbul, en Turquie. Il n'est plus ressorti. Du coup, comme ce confrère Hamal Khashoggi, journaliste, chroniqueur, éditorialiste, n'était pas tendre avec le royaume d'Arabie Saoudite, on se met déjà à s'inquiéter pour sa vie. Autre confrère ici, il est tout autant chroniqueur, c'est Firmin Teko Agbo, qu'on entend beaucoup sur les radios, donc Canal FM quand il passe ici, ou encore Radio Métropolis. La nouvelle est tombée depuis la semaine dernière et des journaux en ont parlé, notamment Togo Matin qui écrivait dans sa parution du vendredi 5 octobre dernier: présumée atteinte à l'honneur de Jean-Pierre Fabre, le chef de file de l'opposition convoque Firmin Teko Agbo devant la justice. L'audience devra avoir lieu dans 2 jours, le 10 octobre, qui se retrouve comme par hasard date anniversaire de la création du parti de M. Fabre, l'ANC. C'est ce que rappelait également le confrère Togo Réveil qui écrivait embauche complaisante de sa fille aînée à la BOAD, redoutant Abbas Kabwa, Jean-Pierre Fabre s'acharne plutôt sur la presse. Le journaliste Firmin Teko Agbo et Radio Métropolis devant le juge le 10 octobre prochain, date anniversaire de la création de l'ANC. Et aujourd'hui, Togo Matin revient à la charge qui écrit, c'est un article portant contribution à propos de la plainte du meilleur et du plus fortiche des opposants contre Firmin Teko Agbo. Eh bien, monsieur le président du CONAP, voilà le confrère Hamal Khashoggi, dont on craint pour la vie, ce confrère journaliste saoudien, et le confrère Firmin Teko Agbo et Radio Métropolis, qui sont assignés en justice par monsieur Fabre qui se plaint d'atteinte à l'honneur. Oui, bon, il faut dire que le sort de ces 2 journalistes n'est pas pratiquement le même. De l'autre côté, quelqu'un s'est réfugié ou est rentré quelque part, on ne sait pas à quelle sauce il va être mangé, mais ici, par rapport au confrère Firmin Teko Agbo, nous avons été informés de la plainte du président national de l'ANC contre ce confrère. Et au même moment, nous avons salué la procédure empruntée par le président de l'ANC, Jean-Pierre Fabre. Vous savez, nous sommes dans un état de droit et la voie la plus indiquée lorsque les gens ne s'entendent pas, c'est au niveau de la justice. Et Jean-Pierre Fabre, il a cette fois-ci pris la bonne voie parce que par le passé, souvenez-vous qu'il lui arrivait de jeter des journalistes à la vindicte populaire. Lorsque les gens manifestaient et qu'ils aboutissaient au niveau de la plage, très souvent, c'était là qu'on disait que tel journaliste a fait tant, tel journaliste a dit ceci, et puis c'est comme on jetait les gens à la vindicte. Mais aujourd'hui, il s'agit du droit qui va être appliqué. Bon, maintenant, sur le fond du problème, tout le monde a suivi, peut-être tous les Togolais ont suivi ce qui a été dit par rapport à l'embauchage de l'enfant, de la fille de Jean-Pierre Fabre au niveau de la BOAD. Le confrère chroniqueur a dit que Jean-Pierre Fabre aurait ou serait allé voir le président de la République pour qu'on fasse en sorte que sa fille soit engagée. Sur le fond, moi je me suis posé d'abord beaucoup de questions. Est-ce que la fille en question, elle a un niveau requis
pour postuler à ce poste? Est-ce que elle a été tout simplement parachutée sans aucun background? Et donc, toutes ces questions, il faut les visiter et essayer de voir et tirer leçon. Maintenant, en tant que président d'une organisation patronale, nous avons été saisis du dossier. Nous sommes en pleine tractation parce que quoi qu'il en soit, il vaut mieux que quelles que soient les situations qui se présentent où des confrères sont convoqués au niveau de la justice, nous devons faire notre part. Notre part ici, c'est de voir si on peut concilier les deux parties. Faire en sorte qu'au lieu que les gens aillent tout le temps, perdre le temps ou passer des journées, des secondes ou se garder dans des traumatismes, il faut que nous essayions d'explorer la piste d'un règlement à l'amiable entre donc le président de l'ANC et le confrère en question. Et donc c'est ce que nous sommes en train de faire comme démarche, mais a priori, nous disons que la démarche, elle est reconnue quand même par le droit togolais. Nous allons faire notre part et on finira par trouver quand même une entente à cette affaire. Merci. L'audience aura lieu le mercredi 10 octobre. Je rappelle juste que M. Fabre a porté plainte contre le confrère Firmin Tekou Agbo pour ses chroniques portant sur sa personne et sa fille, mais également sur la radio Métropolis, sur les ondes de laquelle l'une des chroniques de Firmin a été animée. Nicolas? Oui, au fait, d'abord, j'aurais préféré qu'on ne dise pas Firmin aurait, parce qu'il a confirmé, sur les faits là, il a confirmé, il n'a pas employé le conditionnel. C'était quelque chose dont il était sûr. Quand Harim Yao parle d'une bonne procédure adoptée par le président de l'ANC, Jean-Pierre Fabre, moi, bon, c'est vrai, l'État togolais le lui concède, mais moi je ne trouve pas que cela soit une bonne procédure, dans la mesure où il est politique, et vous savez, les journalistes constituent quand même un poids. Il y a des organisations des journalistes. Je pense que le président de l'ANC, humblement, devait voir ces organisations. Et de ces organisations, lorsque cela n'est pas tranché, là on peut voir comment faire, mais directement au niveau de la justice, je pense que c'est un peu trop allé. Surtout que Harim, on ne m'a pas dit aujourd'hui que tout de suite que l'affaire est arrivée à son niveau, qu'il n'a pas pu trancher. Voilà. Et il y a d'autres, il y a l'OTM, il y a même la HAC. Donc je pense que c'est ça aussi, être politique. Quand on est politique, il faut quand même qu'on prenne les choses avec tact. Et quand on ne les prend pas avec tact, ça pose problème. Un journaliste, c'est vrai, moi, Firmin Tekou Agbo a lui seul les sources de ces informations. Moi, je n'ai pas ces sources-là. Aussi, une fois, la fille de Fabre, ou Fabre fait un lobbying pour que sa fille soit recrutée. Moi, chez moi, ce n'est pas une information. Parce qu'on n'a même pas besoin de ça. C'est un non-événement. C'est un non-événement. Bon, lui seul, c'est l'idée. Il a derrière sa tête avant de dire ça. Et à côté de ça, dire encore que le président de l'ANC, Jean-Pierre Fabre, la seconde accusation que Tekou Firmin a fait à propos de Jean-Pierre Fabre, c'est... Non, la plainte de Fabre se porte contre Firmin Tekou Agbo, oui, le confrère, et sur les antennes, sur les radios Métropolis. Sur le seul fait, c'est ça, non, sur le fait qu'il puisse faire de plaidoyer pour que sa fille soit recrutée, c'est ça, non? Donc pour moi, ce n'est pas quelque chose... Moi, je serais même à la place du président de l'ANC. C'est un non-événement. Ça, on n'a même pas besoin de polémiquer là-dessus. Il est papa. Un papa peut faire chose pour sa fille, même s'il ne le fait pas. Est-ce que, comme le dit Harim Yao, la fille à ce niveau-là, on ne sait pas, est-ce qu'on l'a parachutée? Non. Est-ce qu'elle a les diplômes requis? Moi, je ne vois pas le problème en ce niveau. Mais seulement, oui. Sincèrement, je pense que peut-être il est dépité, il est fatigué, c'est pourquoi il est allé au niveau de la justice, mais normalement, il ne devait pas aller au niveau de la justice. Merci. Juste rappeler que nous n'allons pas toucher le fond du dossier. Et effectivement, et juste pour rappeler que c'était un homme politique, monsieur Kabwa Abbas, qui avait convoqué la presse pour parler de ça. Nous n'en avions pas parlé parce que ce n'était pas une information. Nous y revenons aujourd'hui parce que monsieur Fabre a porté plainte contre les confrères. C'est juste pour informer. Didier Assogba, on verra ce que l'audience nous donnera dans 48 heures. Oui, évidemment, on verra ce que l'audience accouchera dans 48 heures. Et moi, personnellement, tout ça, c'est des non-événements. Ça ne tient pas la route. D'abord, M. Kabwa a induit en erreur notre confrère. Aujourd'hui, il se trouve convoqué par la justice en tant que complice. Parce que dans cette affaire-là,
l'auteur donc de l'infraction, de l'accusation, c'est la radio Métropolis que M. Fabre accuse aujourd'hui, parce que dans notre code, dans nos statuts, c'est la radio, c'est l'organe dans laquelle ou sur laquelle on porte des accusations contre quelqu'un qui est l'auteur et le journaliste qui parle complice. Donc aujourd'hui, M. Firmet, le confrère Firmet est complice, et s'il y a condamné, c'est la radio qui sera d'abord lourdement condamnée, et Firmet condamné en tant que simple complice. Donc moi, je militerais auprès de tous nos confrères qui abordent le sujet, de ne pas chercher de remuer le couteau dans la plaie, mais de chercher plutôt à rapprocher les deux camps et d'arriver dans un consensus à faire en sorte que l'affaire quitte la justice et aille peut-être au niveau de l'OTM ou au niveau de la HAC, pour qu'on se comprenne et pour que ce non-événement-là passe rapidement et qu'on regarde vers de l'avant. Merci. Tchakala, Alero, c'est avec vous qu'on va clore ce sujet-là. Oui, justement, c'est une triste situation. Je crois que la presse n'a pas forcément besoin de ça, parce que on a d'autres sujets plus sérieux à gérer que cette histoire-là. Je crois que au niveau de la presse, nous allons apprendre quand même à élever le débat. Mais la politique, c'est la politique. Maintenant, les enfants liés à ces hommes politiques, c'est les enfants. Quand on vient à faire ce mélange-là, je crois que ça relève quand même d'une certaine indélicatesse, c'est vrai. Maintenant, dans le dossier qui amène le confrère Firmet Tekou Agboua à la justice, il y a deux acteurs majeurs qu'on met en relief. Il y a d'abord Kabwa, qui est celui-là par qui tout est parti, et maintenant le président de la République togolaise, Faure Gnassingbé. Donc, est-ce que pour savoir un peu plus ces gens-là, pour les besoins d'éclaircissement, ces gens-là répondront? Est-ce que celui-là qui est aussi allé comme se taper la poitrine, que j'assume ce que j'ai eu à dire en disant que oui, que c'est vrai que le chef de file de l'opposition a téléphoné. Est-ce qu'il était au standard de la présidence pour prendre le coup de fil? Donc je crois qu'il faudrait quand même, on peut avoir des griefs contre telle ou telle chose, c'est de l'ordre normal des choses, mais aller jusqu'à assumer certains trucs qu'on ne maîtrise pas, je crois que ça relève quand même. Oui, Abbas Kabou a déclaré, le confrère Firmin a animé sa chronique. Maintenant, l'affaire est devant la justice. On va voir ce qu'il en sera. Mais Didier a rappelé quelque chose de très important. Didier disait que dans cette affaire, la plainte est portée principalement contre Radio Métropolis, et le confrère Firmin Tekou Agboua, qui a pourtant parlé, ne sera que complice dans cette affaire. Oui, c'est ce détail qui m'a... Vous savez, tout ce que nous disons sur les antennes de Canal FM, au Club de la Presse, s'il y a problème, c'est Canal FM qui sera en première ligne. C'est pourquoi je m'efforce seulement pour réguler les débats, ce qui est perçu par certains. Comme j'étoufferai certains parler. En cas de questia, c'est Canal FM qui sera en première ligne. C'est pour qu'on en arrive là. C'est pour qu'on n'en arrive pas là que j'ai fait l'effort de vous réguler dans le sens d'un maximum équilibre de vos opinions en toute liberté. Monsieur le Président du CONAP, oui, tout dernier mot. Bon, le dernier mot, je crois que les confrères ont dit ce qui est important. En réalité, le président de l'ANC devrait s'approcher. Même moi ici, président du CONAP, je n'ai pas été approché. Il y a l'OTM, il y a la HAC, mais on a choisi directement d'aller au tribunal. Et je crois que le confrère Tchakala a dit quelque chose de fondamental. Il a dit que le dossier met en exergue deux hautes personnalités. D'ailleurs, le premier de nous tous, le président de la République, et puis le chef de file, disons, de l'opposition. Et moi, je crois que d'ailleurs, Fabre, tout comme Faure Gnassingbé, devrait même s'en enorgueillir. Parce que ça démontre qu'au Togo, les gens font le combat politique, mais demeurent togolais. Parce que si effectivement, même si le dossier s'avérait vrai, si Fabre, qui est togolais, et Faure Gnassingbé, le chef de l'État togolais, et Fabre approche fort pour qu'on puisse faire en sorte que son enfant rentre dans une institution internationale comme la BOAD, comme cela se dit, ça démontre que les Togolais ont atteint une maturité politique. Oui, sauf Harim Niaou, sauf que c'est cette démarche-là que réfute Monsieur Fabre. Oui, non, mais laisse-moi aller au bout. Okay. Que cela soit ainsi ou pas, j'ai dit qu'il y a des postes à l'international où tout le temps on a besoin de l'intervention des premiers, des pays. Souvenez-vous qu'au plan international,
il y a toujours eu des interventions où on doit prendre des gens. Donc pour moi, les Togolais ont atteint une maturité si le dossier s'avérait vrai, où on fait la bataille politique, mais au même moment, on reconnaît qu'on est Togolais, on se prête, mais quand il y a besoin de le faire. Quelques informations qui nous ont quand même pris 25 minutes. Eh bien, nous allons au premier plat de résistance. Nous sommes aujourd'hui le lundi 8 octobre et sur le chronogramme de la CENI, c'est en principe aujourd'hui que doit ou que devrait prendre fin l'opération du recensement électoral dans la zone numéro 1. Didier, dois-je employer le mot indicatif ou conditionnel? Il faut plutôt employer l'indicatif jusqu'à preuve du contraire. Donc c'est aujourd'hui que prennent fin les opérations de recensement dans la zone numéro 1. À cet instant où nous sommes en studio, il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'évolution au niveau de la Commission électorale nationale indépendante, il n'y a pas d'informations nouvelles qui changerait le calendrier ou le chronogramme préalablement établi, et donc on s'en tiendra à ce qu'on connaît déjà. Les opérations de recensement dans la zone 1 prendront fin aujourd'hui 8 octobre 2018 jusqu'à preuve du contraire. Ok, je rappelle qu'il est 11h27 minutes à ma montre. Nous verrons d'ici la fin de la journée et sûrement que la CENI sortira un communiqué officiel qui nous situera. Faisons le point maintenant de ces opérations de recensement qui sont à leur 8e jour avec le confrère Nouvelle Opinion. Arim Niaou, vous écrivez que le recensement électoral, un grand engouement des Togolais que votre rédaction a noté ce week-end. Oui, tout à fait. Vous savez, lorsque le recensement avait démarré dans cette zone, c'est vrai que, comme d'habitude, il y a toujours eu des petits couacs, des petites difficultés, des machines qui ça et la pète, et puis l'affluence qui ne se fait pas sentir. Mais nous avions dit que souvent, c'est le week-end que beaucoup de gens se dégagent. Effectivement, samedi, notre rédaction a fait le tour, bien entendu à Lomé, dans plusieurs centres, et a constaté qu'il y a beaucoup d'affluence. Des gens qui partent déjà le matin à 7h, il y en a qui reviennent à 14h, d'autres qui reviennent à 16h. Ça veut dire que il y a cette volonté chez les Togolais, au point que nous nous demandons si le boycott de la C14 n'a pas été boycotté. On va y arriver. La rédaction de Togo Matin dit aussi avoir noté une forte mobilisation à quelques heures de la clôture de la première zone. Même son de cloche pour le confrère le libéral qui trouve lui aussi qu'il y a même des records d'affluence dans les centres de recensement le week-end dernier. Un autre son de cloche, c'est Courrier de la République. Aliro Moru Chakala, vous qualifiez tout simplement le recensement dans la zone numéro 1 d'un fiasco honteux. Oui, c'est quand on parle de masse, d'une importante masse qui s'est déplacée pour se faire recenser, on comprend un peu. Oui, les confrères disent quand même que ces records d'affluence auraient été notés le week-end. Oui, c'est de l'ordre normal des choses. Même quand on constatait des files qui comportaient 2 individus, c'était le même vocable qu'on nous tenait, forte affluence avec 2-3 personnes. C'est de l'ordre normal des choses quand on veut déstabiliser une certaine dynamique. Vous savez, les gens sont dans cette dynamique de dépit ou de défi, parce que certains ont appelé à un boycott. Oui, il faut tout faire pour montrer que non, ils sont pas dans leur rôle, qu'ils ne se retrouvent pas là, même si c'est mal, on va foncer tout droit dans le mur. Donc c'est ça qui est malheureux dans notre pays. Nous avons pu constater qu'effectivement, cette ampleur-là que certains voudraient nous faire croire qu'il y a au niveau des centres de recensement, ce n'est même pas ça. Ce n'est même pas ça. Ça ne relève même pas d'une honte que de dire que non, on a commencé, que ça n'a pas marché, que on doit se remettre en cause. Se remettre en cause, c'est la force des grands hommes qui savent dire que non, j'ai commencé ceci, ça ne va pas, et qu'en retour, je peux me remettre en cause et relancer la dynamique autrement. Maintenant, s'agissant de cette opération dans la zone 1,
je me dis aussi que pourquoi toujours la zone 1 c'est vers ici? C'est comme si la zone 1, elle sert de zone de cobaye où on expérimente les machines quand ça ne marche pas, oui. Et puis, quand on aura affiné comme il se doit le dispositif, on va vers la zone 2 où tout semble marcher souvent. Donc, c'est fait à dessein. Cette campagne dite de recensement dans la zone 1, et pour peu qu'on soit sérieux avec soi, on dira que ça a fait un grand flop. Non seulement la dynamique voulue par la feuille de route n'est pas d'actualité, mais on semble se lancer dans des aventures qui, à force de persévérer là-dedans, risquent de compromettre tout l'espoir né de cette feuille de route. Merci. Donc, on fait comme si on n'était pas en crise, on fait comme si faire en sorte que le processus soit inclusif, ça équivaudrait peut-être à faucher certains calculs préétablis dans certaines officines. Donc, Merci. Je dis que ça ne fait pas sérieux. Vous Il faut savoir arrêter. récidivez avec un autre article à la page 4 intitulé « La CENI sous la coupe réglée de Kodjona Kadanga, son président, quel gâchis !» l'expression de courrier de la République. Eh bien, Didier Assogba, vous avez écouté pratiquement l'envers et le décor l'endroit et l'envers de cette affaire-là de recensement. Pour certains, le week-end dernier a connu des records d'affluence. Pour d'autres, comme courrier de la République, c'est plutôt un honteux fiasco. Moi, personnellement, j'ai toujours dit et j'avais toujours pensé qu'on aurait pu faire la chose autrement et qu'on aurait pu faire les choses de façon consensuelle et inclusive. Malheureusement, on n'en est pas là. On continue de faire comme on a commencé, parce qu'à ce jour, la CENI, telle que voulue par les hommes, par nous Togolais et par les responsables de la CEDEAO, n'est pas encore dans cette configuration-là. Toutefois, le recensement électoral a été lancé il y a 8 jours dans la première zone. On a constaté qu'il y a des difficultés de démarrage sur au moins 2 jours. Les choses ont véritablement commencé dans certains milieux le mercredi. On a vu un communiqué de la CENI qui a augmenté en fait les horaires des opérations. Moi, je penserais que la CENI devrait rester dans cette dynamique. Si on a constaté que l'influence qu'on attendait ne s'est manifestée que lors du week-end, il faut peut-être repenser les choses et augmenter de quelques jours les opérations au niveau de la zone 1 pour permettre à ce que la zone 1, on a dit, Lomé par exemple, les gens ne peuvent pas laisser leur boulot de lundi à vendredi, les gens ne peuvent pas laisser le travail pour aller se faire recenser, que c'est le week-end. Il faut réfléchir à des mécanismes qui permettent à ceux qui auraient envie de venir et qui n'ont pas pu de peut-être se rattraper. La CENI pourrait penser à cela. Jusque là, on est encore à la mi-journée de la fin. On verra ce que ça donnera par la suite. Mais je pense fondamentalement que on n'est pas sorti de l'auberge de notre crise politique. On cherche toujours des solutions qui ne marchent pas. L'opération de recensement, est-ce que ça va reprendre? Est-ce qu'il y aura du rattrapage? Est-ce que d'autres vont venir recommencer? Je n'en sais rien, mais je dis tout simplement, je constate en tant que citoyen que nous ne sommes pas sortis de l'auberge et qu'on n'a pas organisé une opération de recensement consensuelle et inclusive, et que ça donnera peut-être sous ça à d'autres déchirements, ce qu'on ne devrait pas souhaiter. Merci Nicolas. Voilà le contexte dans lequel l'opération de recensement est censée prendre fin dans quelques heures. La coalition de l'opposition, la coalition des 14 partis qui a appelé et qui continue à réitérer son appel au boycott. Ça, c'est d'un. De deux, les ratés, il faut le reconnaître, les ratés de cette opération avec le retard accusé par les agents recenseurs, certaines machines qui ont mis du temps pour fonctionner, sans oublier que c'est une cohabitation qui s'est révélée désagréable entre l'opération de recensement et certaines écoles. C'est dans ce contexte que nous sommes censés aller vers la fin de l'opération dans la zone numéro 1 dans quelques heures. Oui, vous savez, c'est dommage. C'est dommage dans la mesure où, normalement, ce recensement devait être un point de solution. Je dis un point de solution
à la fois pour le pouvoir que pour l'opposition, pour ne pas dire pour le peuple. Et comme l'a dit Didier, ce recensement devait être inclusif bien sûr, et que il n'y a pas de ces ratés là. J'ai sillonné dans plusieurs bureaux de recensement, et à vous dire sincèrement que il y a eu vraiment de cafouillage. Tantôt c'est les machines qui sont chaudes, il faut laisser qu'ils se refroidissent un peu avant qu'on ne commence. Après c'est parce que ça ne passe même pas, et c'est gâté, on a appelé quelqu'un pour venir l'arranger, mais tout ça là, mais tenez-vous bien, moi j'ai ma carte, hein. Ça ah oui. Vous Nicolas, vous bien êtes sûr, fait recenser. bien sûr, j'ai patienté, parce que je me dis que c'est une opportunité pour moi de l'avoir, et je l'ai eu, mais tenez-vous bien, ça n'a pas été du tout, ce n'est pas ça, et si c'est fait à dessein, alors là je me dirais que les gens ont une certaine mauvaise volonté politique. Merci. Eh bien, il y a parmi les détails, enfin, disons les détails des dysfonctionnements techniques, on en a évoqué le retard accusé pour l'arrivée des agents recenseurs, les kits qui ne marchaient pas, la photo qui ne marchait pas, l'imprimante, ou bien qu'il n'y a pas de groupe électrogène pour fournir l'énergie. Ailleurs même, c'est les agents qui ont fermé leur bureau avant terme. Et puis ces derniers temps, nous apprenons des choses, que des gens se font recenser au quartier B, et quand la carte sort, ils se relèvent qu'ils habitent à Agoué. Enfin, il y a dysfonctionnement entre le lieu où on s'est fait recenser et le lieu que la carte indique. Il y a aussi une certaine polémique que des gens se seraient fait recenser plus d'une fois. Alirou, vous avez connaissance de ces informations? Oui, c'est des informations avec des preuves à l'appui ont circulé sur les réseaux sociaux. Vous vous faites recenser à Kodjoviakopé, vous retrouverez que votre lieu de résidence est à Djarakbanga. Donc, vous voyez un peu ce que ça donne. Ça veut dire qu'on ne s'est pas donné le temps de tout mettre en œuvre avant de lancer ce recensement. Et il y a quand même des indices concordants qui doivent pousser quand même ceux-là qui, par coup d'excitation, de surexcitation, ont voulu dire qu'il y aura pas de séance de rattrapage. Je crois ils doivent regretter actuellement leurs propos, parce que ça a été tenu sans que ces situations malheureuses-là ne surviennent. Vous revenez au ministre Bavara qui avait dit qu'il n'y aura pas de séance de rattrapage. Oui, bon. Vous voyez un peu, donc ça veut dire qu'il sera obligé, si la CENI même veut faire sérieux, au regard de tout ce que nous avions constaté comme raté, on sera obligé. Là, que vaudra désormais sa parole à partir du moment où on hausse, on bombe le torse, que non, il n'y aura pas. Alors que tout ce que nous avions vu et constaté milite en faveur d'une certaine prolongation pour que les gens puissent quand même se faire recenser dans cette zone 1. Donc, il faut aujourd'hui faire la part des choses, tirer les enseignements. Ça ne relève pas d'une honte ou bien d'une tare que de dire que ça a été mal fait et que nous nous donnons le temps d'arranger. Le ministre a dit qu'il n'y aura pas de rattrapage, mais la CENI a quand même fait prolonger les opérations. Originellement, c'était de 7h à 16h, mais la CENI a prolongé de 7h à 17h. Il y a un communiqué qui est passé sur les médias publics hier. La CENI réitère encore à l'endroit des agents qu'ils doivent ouvrir leur bureau à 7h et les fermer à 17h. Autre dysfonctionnement aussi qu'un confrère a relevé ici, il semblerait que la grosse agglomération de Lomé, la ville de Lomé et de Sokoré ne serait pas intégrée dans les bases de données que l'opérateur ZETES et le technicien Aganaï auraient aidé la CENI à faire le travail. Nous allons revenir un moment à notre invité, monsieur Olivier Kabassema, Togolais vivant en France, qui est avec nous. Eh bien, Olivier, rebonjour. Bonjour, Sas. Je présume que vous suivez le contexte dans lequel le recensement électoral a démarré chez nous. Oui. J'ai suivi. Je suis même parti prendre ma carte d'électeur où je pense que tout se passe très bien. Vous êtes allé vous faire recenser où exactement? À Tokoinwiti. À Tokoinwiti, donc je pense qu'il n'y a pas un climat de crispation dans cette zone. Mais il y a le confrère Lestrade, par exemple, qui met à sa manchette le choix suicidaire des réformettes. Lestrade dit que le recensement électoral se trouve boudé par l'opposition,
qui envoie par procuration une partie de la société civile dans la rue pendant que le gouvernement fonce tête basse dans l'organisation des élections législatives. Et l'estrade continue que le ciel semble s'assombrir à nouveau sur le Togo pour aboutir à la conclusion que le dialogue politique était déjà voué à l'échec. Eh bien, c'est dans ce contexte dont l'estrade nous fait la caricature que nous évoluons vers les élections législatives. Alors, vous, Togolais de la diaspora, est-ce que vous vous trouvez serein dans ce processus dans lequel nous trouvons embarqués? Oui, je pense que la diaspora est dans cette initiative, surtout que le climat de crispation et de contestation est apaisé grâce aux efforts de la classe politique, en l'occurrence l'opposition et le pouvoir, par l'expertise de la CEDEAO, une instance sous-régionale compétente dont la diaspora fait confiance. Donc il va falloir aller dans ce sens de recommandations et de feuilles de route émises par la CEDEAO. Oui, Olivier, certes, la CEDEAO a fait naître beaucoup d'espoir, mais cet espoir devant lequel nous sommes avec des sentiments mitigés, parce que et la majorité, le gouvernement et l'opposition n'arrivent pas à s'accorder sur la mise en œuvre des recommandations. Vous voyez le contexte dans lequel le recensement a commencé et que l'opposition appelle au boycott. Oui, je pense dans ce sens, l'idée de la diaspora, c'est d'introduire à la classe politique, toute la classe politique togolaise, de participer plus au dialogue, de discuter et de trouver une solution à la crise qui dure depuis 1 an. Voilà, Nicolas Digli, encore une fois, il est 11h40 à la montre du studio. D'ici 17h, les opérations de recensement électoral sont censées avoir pris fin. Nous attendons en la circonstance un communiqué de la CENI qui nous situera. Mais votre état d'âme, quand nous sommes à quelques heures de la fin de l'opération dans la zone numéro 1. Oui, comme je l'ai dit, et j'ai dit tout de suite que moi j'ai ma carte. Et vous avez votre carte. Et tu disais... Enfin, Olivier Kabassema a aussi dit qu'il sa carte. Je n'ose pas vous demander à vous autres. Donc, ok. D'accord. Et le problème, c'est pour faire sortir au moins les irrégularités. Parce que moi, je veux vivre la chose. Parce que je suis journaliste, je ne veux pas qu'on me parle de rumeurs. Et quand je suis allé m'inscrire, vous allez vous rendre compte, j'ai toujours la carte avec moi, je peux vous la montrer aussi. Je n'ai pas ici, mais je peux vous la montrer. Je me suis inscrit à Avedi, précisément à l'église presbytérienne, là où il y a l'école primaire protestante à Avedi. Vous savez, quand je suis allé, je me suis assis, parce que c'est pour avoir la vérification de tout ce qui se fait, pour être sûr de ce qui se fait. Je me suis assis, on m'a pris, il m'a demandé dans quel cas je dis Avedi. Vous savez, quand la carte est sortie, on a mis à Guatéléso. Je l'ai. Vous avez pourtant dit... Bien sûr, je lui ai dit Avedi. Il m'a dit Avedi. Et quand c'est sorti à Guatéléso, je lui ai montré, mais j'ai dit non que Avedi n'est pas dans la base. Mais à Guatéléso. À Guatéléso. Oh, moi, je lui ai bien dit Avedi. Et j'ai la carte, si vous voulez, je peux vous la montrer. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Oui. Je suis né à la vieille Ruimé. La vieille Ruimé, il m'écrit la vieille Ruimé. Or, j'ai mis Ruimé. H-U-I-M-E. Il dit non que la vieille Ruimé, c'est la vieille Ruimé qui est dans la base. Vous comprenez? C'est ça. Non, attendez. Moi, je suis journaliste. Je suis allé m'inscrire pour avoir la preuve de ce que je peux dire et de ce qui est. C'est pourquoi je l'ai d'ailleurs fait. Et voilà et j'ai la carte, je l'ai avec moi. Voilà en quelque sorte quelques irrégularités dont les dysfonctionnements, les problèmes, mais aussi comme les problèmes techniques, comme tu le dis, le gouvernement et la CENI, comme tu le dis d'ailleurs, comme tu le dis d'ailleurs, pour dire que nous attendons à 17h vraiment le communiqué final de la CENI. Merci. L'opération n'était pas exempte de difficultés, de problèmes techniques. Si vous suivez le gouvernement à son conseil des ministres du mercredi, tout comme la CENI, les deux instances semblent le reconnaître à me feutrer. Eh bien, revenons à l'opération en soi. Nous sommes encore une fois à quelques heures de la fin dans la zone numéro 1. Je rappelle que la coalition a appelé au boycott de cette opération. Nous avons eu la coordinatrice, Madame Django Johnson, qui était dans ce studio le vendredi d'avant le démarrage de l'opération, qu'il a réitéré. Le vendredi dernier, nous avons eu encore Monsieur Nador, porte-parole du cas, qui a également réitéré. Mais l'opération se déroule quand même avec les constats des uns des autres. Et ce qui amène le confrère Lestrade à titrer aujourd'hui à la page 3
si le boycott était la meilleure option que la coalition aurait pu choisir, Didier Assogba. En tant que citoyen, je répondrais que ce n'était pas pour moi. À mon avis, si j'étais appelé à être citoyen, conseiller politique ou quelque chose à la coalition, ce n'était pas la meilleure option. Pourquoi ? Parce que, à mon sens, le recensement tel qu'il se fait actuellement n'est pas comparable à ce qui se faisait dans le passé. Parce que si, de ma mémoire, de ma petite mémoire, c'est la première fois que nous faisons des opérations de recensement et que la CEDEAO envoie des gens pour venir suivre et pour examiner après. Des experts qui suivent l'opération pas à pas. Même des observateurs. Des experts de la CEDEAO qui ont même accompagné le président Kadanga la dernière fois dans une tournée. Évidemment, de ma petite mémoire, dans notre histoire, dans notre processus de démocratisation, c'est évidemment la toute première fois qu'on a des experts, des assistants des pays de la sous-région qui nous permettent en fait de superviser l'opération de recensement et après avoir du temps, ces experts auront du temps pour auditer et examiner le fichier qui en serait sorti. Sur ce point-là, j'aurais conseillé à la coalition d'appeler plutôt ces militants à s'inscrire massivement sur la liste et après examen de ce fichier-là, consolidation du fichier, que la coalition soit plutôt confiante de ce que ces militants sont réellement dans le fichier et pourront voter le moment venu. Bon, maintenant, elle a peut-être ces moyens de lutte politique que moi je connais pas. Si on appelle les gens au boycott, c'est peut-être qu'on pense qu'on peut organiser une autre opération de recensement. Je n'en sais rien, mais je pense qu'on aurait mieux fait d'appeler des gens pour s'inscrire cette fois et que après examen, on avisera du fichier. Souvenez-vous, en 2015, il y avait un fichier qui posait problème. Et tout le monde a reconnu que ce fichier-là ne valait pas la peine à être utilisé pour l'élection de 2015 parce que c'était truffé de morts, de fantômes, d'inexistants, de mineurs. Mais des gens ont trouvé cette manie-là de Togolais d'avoir eu un consensus sur ce fichier non fiable. Et ils sont allés aux élections, on a vu ce qui en est sorti. Aujourd'hui, je pense que la coalition aurait, pour moi, c'est une petite faute politique. On aurait pu appeler des gens à s'inscrire. La CEDEAO, à travers les experts, va corriger le fichier. On aura un fichier consolidé qui nous permettrait à tous de participer aux élections. Et ce n'est pas que les élections législatives. Les militants de la coalition qui sont au niveau de, je sais pas, Golfe, dans le commune Golfe 1, Golfe 2, auraient peut-être envie d'élire leurs cousins, cousines demain, maires ou conseillers municipaux lors des élections locales. S'ils s'inscrivent pas, ils n'auront pas la chance de voter pour, parce que nous avons au minimum 2 élections à tenir. Si on arrive à trouver consensus pour les réformes, on aura les élections locales avant les élections législatives. Si on vise que les législatives et on appelle des gens à boycotter les opérations de recensement, on leur fait du tort parce que le cousin d'un militant de la coalition pourra se porter candidat demain, qu'on le veuille ou pas. Au Togo, il y a toujours ce vote communautaire, communautariste. Il aurait peut-être envie de voter pour tel et tel, pour prendre le contrôle de telle et telle commune, mais parce que c'était pas inscrit sur la liste électorale, celui-là ne pourra pas voter. Donc, je pense, à mon avis, que la coalition aurait dû mûrir cette idée-là avant de se prononcer. Allez, Romoro Chakala, je crois comprendre que vous semblez plutôt comprendre la position de la coalition qui appelle au boycott, soit. Mais si l'opération n'est pas prolongée ou bien reprise, alors il se fait que les partisans, les sympathisants de l'opposition ne se seront pas fait inscrire et n'auront pas leur carte d'électeur pour voter demain. Mieux, ou pire, mais les leaders de la coalition, qui eux-mêmes ne se seraient pas fait recenser, n'auront pas leur carte d'électeur, et demain, non seulement ils ne pourront pas voter, mais ils ne pourront même pas être candidats, parce que pour être candidat, il faut témoigner de sa carte d'électeur. Voilà la situation dans laquelle les leaders se mettent eux-mêmes et leurs militants. Oui, et ça, nous n'allons pas spéculer sur des situations qui ne s'imposent pas. C'est vrai, quand cette crise-là est née dans le pays, nous n'avons pas pu la gérer en interne et on a eu recours à des gens qui nous ont notamment prescrit, la CEDEAO qui nous ont prescrit quoi? Qu'on fasse en sorte que le processus soit inclusif. Maintenant, ce que la CENI actuelle est en train de faire,
elle relève de quoi? Est-ce qu'elle est inclusive? Non, pas du tout. Le processus en cours n'a rien d'inclusif. D'ailleurs, les experts du Conseil de l'Entente qui se sont retrouvés dans notre pays... qui se sont retrouvés dans notre pays ont martelé haut et fort qu'il faudrait que nous fassions tout pour que ce processus soit inclusif. Maintenant, qu'est-ce qu'ils entendent par inclusif? Est-ce que certains ont leur lexique à eux? Bon, je ne comprends pas. Vous savez, nous n'allons pas porter des jugements sur ces beaux messieurs et belles dames qui sont au sein de la C14. C'est des gens quand même d'un certain niveau qui mûrissent très bien ce qu'ils font avant de poser les actes. Mais les gens n'ont pas dit qu'ils ne veulent pas du recensement, mais des recensements, mais pas à n'importe quel prix, pas des recensements faits comme il se fait actuellement, c'est ça. Il y a eu une situation qui avait prévalu avant même que le recensement ne commence. Maintenant, on est venu, il y a eu recomposition de la CENI. Maintenant, on voudrait que les membres de la C14 qui seront maintenant au niveau de la CENI prennent leur quartier au sein même de cette institution avant que la chose ne soit donnée. Donc c'est clair, on ne va même pas aller chercher à comprendre le pour ou le contre de ce appel au boycott. Donc ils assument et ils assumeront la chose à partir du mois où cela repose sur des mobiles quand même sensés et responsables. Donc qu'est-ce qui empêche qu'on attende que les autres la fassent leur entrée dans la chose? Qu'est-ce qu'on cache et qu'on ne voudrait pas que les autres viennent voir d'abord avant qu'on ne lance la chose? Donc, qu'on dise que non, on ne va pas faire peur aux gens avec cette histoire qu'on est en train de pénaliser sur les militants de l'opposition qui, au moment décisif, n'auraient pas leur carte pour aller voter ou quoi que ce soit. Je crois que si on a une toute petite élégance dans ce que nous faisons, tout ce qui est lancé actuellement, ça ne répond en rien à cette feuille de route. Merci. Occasion de nous rappeler que la raison fondamentale pour laquelle la coalition appelle la population à boycotter, c'est que la coalition dit il faut attendre que leurs représentants prennent siège à la CENI pour que le processus se fasse de façon inclusive. Et justement, les représentants de la coalition à la CENI, on connaît leur nom depuis bientôt 2 semaines. Mais ces dames et messieurs tardent toujours à entrer en fonction à la CENI, ce qui amène aujourd'hui Liberté à écrire à la page 3 que l'attelage pouvoir UFC est à l'œuvre pour retarder la prise de service des délégués de la C14. Alors Didier Assogba, les 8 noms de la coalition de l'opposition, la coalition de l'opposition qui devrait aller à la CENI, on les connaît depuis bientôt 2 semaines, mais ils n'ont toujours pas été validés par l'Assemblée nationale, encore moins prêté serment devant la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce qui retarde le processus? Le problème est simple. Vous savez, c'était le vendredi, le dimanche 30 septembre que la coalition a envoyé les noms des 8 représentants. Et dans la foulée, il y a eu ouverture de la session budgétaire de l'Assemblée nationale et leur nomination ou leur élection a été inscrite dans le programme. Et cette plénière qui devrait permettre aux députés de les légitimer en quelque sorte devrait se tenir le vendredi. Or, entre-temps, l'Union des forces de changement de Gilles Christ Olympio, donc l'UFC de Gilles Christ Olympio, a également envoyé un courrier au président de l'Assemblée nationale avec le nom de maître Jean-Claude Omao, qui se trouve actuellement vice-président de la CENI, pour dire que l'UFC maintient son représentant à la CENI en tant que membre en tant que délégué ou commissaire de l'opposition l'opposition parlementaire. Et c'est ce qui pose problème actuellement à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de consensus sur la question. On ne se comprend pas. C'est vrai, même s'il n'y a pas un communiqué officiel de l'Assemblée qui le dit, mais nos informations de sources sûres nous disent que c'est ce petit problème-là auquel on tente pour le moment de trouver solution, qui a fait qu'il y ait un blocage à l'Assemblée nationale, et on espère décanter la situation avant de pouvoir reprogrammer la plénière qui permettrait donc de faire voter la liste envoyée par la coalition ou la liste
de la coalition et la liste de l'UFC jumelée. Je ne sais pas comment ça va se faire. On suivra de près, mais ce sera après qu'il y ait consensus qu'on passera au vote pour que les 8 regagnent la CENI et qu'on recommence également la composition ou le rééquilibrage des CELI et des autres des démembrements de la CENI pour permettre au processus d'avancer. Mais ce qui est sûr, comme je le disais, on n'est pas sorti de l'auberge. Et c'est ça qui fait que c'est pas du tout simple. Nous apprenons que aujourd'hui, en principe à 10h, la conférence des présidents devrait se réunir peut-être pour esquisser une sortie de crise. Mais juste rappeler à Arimiaou que les 8 représentants de la coalition devraient prendre la place de l'UFC, de OBU, du NET et même du COPED. Alors, même si on n'en parle pas ouvertement, quelles sont les tractations avec ces partis politiques et la société civile pour que les 8 représentants de la coalition puissent vraiment entrer en fonction de la CENI. Peut-être avant que le président nous prenne la parole, le président du CONAB là, j'apporte un peu de l'eau à ton moulin. Oui. C'est que il y a eu une démarche pédagogique qui a été faite déjà en amont parce qu'il y a eu vous savez, il y a toujours ce qu'on nous dit et il y a ce qui se passe derrière le rideau. Derrière le rideau, il y a eu des démarches pédagogiques qui a permis d'approcher toutes ces entités-là, l'OBU, le NET, le COPED, pour leur expliquer que dans l'intérêt supérieur du Togo, il faut juste accepter s'éclipser. Le PDR. Il y a aussi le parti PDR qui risquerait de perdre sa place. Non, évidemment, le PDR, je crois que le PDR se trouve parmi les partis extra-parlementaires cooptés par UNIR, donc la question ne se pose pas. Donc, toutes ces entités-là ont été approchées et devraient céder leur place, y compris l'UFC aussi. Donc, le NET a déclaré être favorable pour partir. Le NET avait dit avoir pris acte. Oui, et que de la proposition de la CEDEAO. Qui sont prêts à quitter la CEDEAO, à quitter plutôt la CENI dès que d'autres membres arriveraient. Même au niveau de OBU également, dont le président a accueilli favorablement la décision et que dès que d'autres membres sont désignés par la coalition, ils s'éclipseraient. Même chose au niveau du COPED et c'était au niveau de l'UFC que ça coinçait. Et il y a des tentatives pour faire comprendre à l'UFC que ça ne devrait pas bloquer sur vous seul et vous pouvez comprendre la nécessité de cet accord-là et de céder la place, mais pour l'instant l'UFC tient à son siège. La vengeance est un plat qui se mange à froid. L'UFC qui a été passé parce que vous savez par l'ANC, l'opposition, suite à la signature de l'accord de gouvernement en 90, à l'UFC il y a des gens qui disent que c'est le moment de faire sentir à l'opposition qu'il y a toujours des garçons à l'UFC. Mais Arimiaou, il s'agit quand même d'une affaire nationale. Est-ce que pour des problèmes d'individus ou bien des problèmes de partis, à l'UFC et ailleurs, on bloquerait la marche de toute la nation? Non, même pas. Mais je crois que ce qui se joue aujourd'hui au niveau de la CENI est beaucoup plus dans le camp de la coalition des 14 et certains partis de cette opposition traditionnelle connue par tous les Togolais devraient édifier, nous qui sommes observateurs. Ça doit permettre désormais aux Togolais de comprendre à quoi, sincèrement, les gens jouent. Puisque si les gens se discutent autour des postes, autour de représentants à la CENI, ça veut dire qu'il faut chercher à comprendre qu'au-delà du combat que les gens mènent, au-delà des discours que les gens viennent nous tenir, il y a l'intérêt personnel ou les égos personnels qui jouent. C'est vrai qu'il s'agit d'une affaire nationale, mais j'ai bien peur pour le Togo. J'ai bien peur parce que aujourd'hui, ceux qui se sont constitués et musclés leur position en coalition de 14 sont en train peut-être de faire la peau à certains partis. Parce que quand vous regardez au sein de cette coalition, il y a des gens qui, honnêtement, ne valent pas certains qu'on est en train de pousser aujourd'hui. En termes de popularité, en termes d'aura, je parle en tant que Togolais, ceux qui m'écoutent savent que au sein des 14, il y a hors des 14 des partis politiques qui se font respecter, qui se sont essayés à des enjeux et qui ont un charisme
qu'on ne peut pas redouter. Maintenant, l'essentiel. Qu'on devrait plutôt redouter. Qu'on devrait, voilà, redouter. Et ce qui est essentiel qu'il faut tirer ici comme conclusion, c'est que les gens se dépassent, qu'ils fassent le travail d'homme et qu'ils comprennent qu'il s'agit du Togo et qu'ils puissent trouver la solution rapidement. Mais je voulais relever que, en fait, quelque part, par rapport au processus et à la pierre que certains tentent de jeter à la CENI, il faut que tout le monde comprenne que les Togolais, comme Tchakala l'a dit, avaient compris qu'ils étaient dépassés par un problème et que ce sont eux-mêmes qui sont allés inviter, je peux le dire ainsi entre griffes, la CEDEAO ou d'autres institutions à nous aider à sortir de crise. Et quand la CEDEAO venait, pour nous donner notre feuille de route, de part et d'autre, les gens savaient qu'ils devraient se préparer pour mettre, que ce soit au niveau de la CENI, des représentants, que ce soit au niveau des CELI, les gens devraient savoir que nous allons à tout prix aux élections. L'agenda du 20 décembre était connu également par tout le monde. Et la CENI, dans le rôle que les Togolais lui ont confié, par rapport au passage de la CEDEAO, devrait... Non, c'est la CEDEAO qui est venue nous donner un chronogramme. Mais après, et par rapport à ça... Attendez, la CENI est dans son rôle. Oui. Si aujourd'hui la CEDEAO, qui supervise, qui nous suit, vient et dit, le 20 décembre, il n'y a pas élection, la CENI va s'accommoder. C'est justement donc, à l'endroit de la CEDEAO, je viens de lire cette dépêche sur le média en ligne Rendez-vous d'Afrique, qui dépêche attribuée à Madame Adjamangbo, qui dit: si la CEDEAO n'arrête pas le régime dans ses manœuvres, la CEDEAO met la sous-région en danger. Oui, 93.5 Canal FM. Dernière partie de cette émission avec autour de nous les confrères Ali Romorou Tchakala, Ari Miaou Tchanyao, Didier Assoba, Nicolas Adigli, notre ami, Olivier Kabassema, notre compatriote qui vit en France, mais qui est revenu quand même se faire inscrire, vous l'avez écouté de sa bouche. Retournons à ce problème que nous avons, le recensement dans le contexte que nous connaissons, la CENI qui tarde toujours à accueillir les 8 membres les 8 représentants de la coalition, et puis la CEDEAO qu'on ne sent pas toujours. Nicolas Kofi Gandibli, la CEDEAO est passée ici pour repréciser le chronogramme. La CEDEAO a confirmé la présence des experts et des observateurs, mais on attend toujours la CEDEAO de façon plus active dans la recomposition de la CENI. Et à ce niveau-là, disons que les attentes sont toujours là. Vous savez, nous ne sommes pas toujours des enfants où il faut toujours prendre la bouillie avec la cuillère et mettre dans la bouche. La CEDEAO est venue maintes fois où on a parlé déjà de les 8 désignés pour la CENI au niveau de la C14. Il y a les experts. Je pense bien que une fois que la CEDEAO était venue et on a pu régler ce problème, les choses devaient aller sur des roulettes. Pourquoi je dis ça? Si aujourd'hui on tergiverse encore, c'est parce que je trouve que du côté du pouvoir, on ne veut pas lâcher prise. Parce que déjà, lorsqu'on avait parlé des 8 de la CEDEAO et autres, je ne vois pas ce qui pouvait encore poser de problème. Vous voyez, aujourd'hui, on nous dit que l'ANC, l'UFC ne veut pas, même si, est-ce qu'ils ont encore de militants, je ne sais même pas. L'UFC ne veut pas partir parce que ils se réclament de choses. Aujourd'hui, c'est simple, le pouvoir joue sur ça. Et on prend du temps et le recensement continue. C'est simple que ça. Aujourd'hui, l'UFC va jouer et on dit même qu'ils vont maintenant montrer comment est-ce qu'on a besoin de ça. Non. Moi, je dis une chose. Le Togo ou bien nos autorités ont une responsabilité. Cette responsabilité, c'est de tout faire pour qu'il y ait une certaine cohésion sociale. Et depuis que la CEDEAO est arrivée, est-ce que chaque fois, il faut toujours appeler la CEDEAO pour régler ça? Non. Ils sont venus maintes fois. La fois dernière, le 23 septembre, si je n'abuse, ils sont venus où on a fait une certaine parité, on a réglé une certaine parité au niveau de la CENI, 8 personnes. Il y a les experts électoraux qui sont là. Les experts électoraux sont là à la base de quoi? À la base de la CEDEAO. Donc la CEDEAO est toujours au Togo. Maintenant, il faut que du côté du pouvoir, il y ait cette volonté politique pour qu'on puisse aller. Dites-moi aujourd'hui, l'UFC, je le dis encore, est-ce qu'ils ont même 2 militants? L'UFC a quelle force pour dire que
son représentant ne quittera pas la CENI? Quelle force? C'est parce qu'on veut jouer sur ça et gagner du temps qu'on laisse ce problème. Roman a quelle force? Il est allé à Palimé. Vous savez ce qu'il a dit à Palimé? Roman dit que non, les gens, lui quand il est à Lomé, les gens se les gens le supplient et les gens crient sur lui à Palimé à cause de ce recensement pour dire du n'importe quoi. Roman est qui pour dire que lui ne va pas quitter la CENI? Non, c'est vrai. Il faut qu'on le dise. Parce que, après tout, on parle de l'intérêt supérieur de la nation. Et si c'est à cause de Romao et que les choses peuvent être bloquées, c'est grave. Oui, Nicolas, il se fait que... c'est pourquoi je dis que le pouvoir joue sur ça pour essayer de faire chose. S'il vous plaît, Nicolas, légalement, Omao a eu le vote de l'Assemblée nationale. Le vote de l'Assemblée nationale qui aujourd'hui n'est plus valable. Surtout qu'on entend introduire les 8 personnes. Et puis Omao a prêté serment devant la Cour constitutionnelle. Je dis, le moment où la C14 a déjà présenté ces 8 personnes, tout ça là n'a plus cette valeur-là. Et c'est simple. Parce que à côté de ça, on ne peut pas jouer sur Omao pour dire aujourd'hui que c'est à cause de ça que les choses ne vont pas. C'est grave. Écoutez, Adigblé, je disais, excusez-moi, ça c'est d'intervenir. Je n'ai pas encore fini. Oui, non, tu reviens s'il te plaît. D'accord. J'ai dit ici que j'ai bien peur pour notre pays. N'aie pas peur. Quand on dit tout à l'heure que à partir du moment où la C14 envoie les 8, ça veut dire que tout le reste... Je n'ai pas dit tout le reste. Rien. Je n'ai pas encore dit. Je n'ai pas encore dit ça. Comment vous pouvez dire qu'un représentant de l'UFC n'est rien? Pas ça, on s'intéresse de ce représente quand même. On s'intéresse de cet État. On s'intéresse de cet État. Non, ils sont comme les militants aujourd'hui. Ils sont à l'Assemblée. Ils sont à l'Assemblée. Quand même. Non, les individus. À cause de lui seul, l'intérêt supérieur de la nation. L'intérêt supérieur de la nation. Nous revenons sur le même sujet, mais en évoluant un peu avec d'autres confrères. Ali Romorou Tchakala, le vendredi dernier, il y a eu des manifestations dans les rues à l'appel du Front Citoyen Togo Debout, qui manifestait pour obtenir la libération de ces 43 personnes qui continuent à être détenues. Et à la fin de la manifestation, il y a eu des messages qui ont été délivrés. Et là-dessus, le Liberté revient à la page 3 avec l'article « Mobilisation massive lors de la marche pacifique du Togo debout. Les manifestants appellent la CEDEAO à prendre ses responsabilités. » Avec Maître Pandé Adjaré qui avait déclaré, citation, « Nous ne voulons plus vivre en 2018 ce que nous avons vécu en 2005. » On a beau adresser les appels à la CEDEAO, mais le problème demeure entre les mains des Togolais qui se révèlent de plus en plus incapables de s'entendre. Alirou. L'incapacité des Togolais, surtout de la classe politique togolaise, de s'entendre ne date pas d'aujourd'hui ni d'hier.
Ça a été toujours ainsi avant même que le débat n'aille à Abuja, où on a confié la gestion de la crise togolaise à la CEDEAO. Donc aujourd'hui, la feuille de route et la crise togolaise ont un parrain, et c'est la CEDEAO. C'est vrai, quand on voit ce qui se passe dans le pays aujourd'hui, on se dit, mais la CEDEAO qui est venue à nos cheveux est où? Elle se trouve où et elle laisse faire? Moi, finalement, j'ai fini par trouver une solution ou bien une préoccupation à mes nombreuses interrogations en disant que la CEDEAO va se prononcer pour des non-événements, quelque chose qui n'existe pas, quelque chose qui ne prenne pas en compte l'esprit même de la feuille de route. La feuille de route est là. Qu'on veuille la violenter ou pas, c'est qu'elle finira par s'imposer à tous les acteurs. C'est que c'est une fuite en avant que de vouloir. Vous savez, quand... après la réunion qui a accouché de cette feuille de route, les gens se sont pour lécher les babines. Ah non, ils ne le font pas de façon de façon voilée comme ça. Les gens ruminent quand même leurs états d'âme, mais ils acceptent que sur 14 certains, tous ne peuvent pas aller occuper la CENI. Maintenant, s'agissant du comportement de l'UFC, je crois que ça relève d'un chantage, d'un mauvais chantage, une façon d'envenimer une situation déjà qui est difficile à gérer. Arrêtez-moi où je fais les dégâts. C'est ça, c'est cette façon, c'est le comportement même de la CENI, de l'UFC. Parce que vous avez toujours fait du chemin avec quelqu'un. Pourquoi aujourd'hui on voudrait que l'UFC picore dans le champ de la C14? Ils ont un allié. Si tant est que l'UFC veut aujourd'hui se trouver au sein de cette institution, au sein de cet organe, je crois que élégamment, pour avoir fait du chemin avec le pouvoir peut dire, ah tiens, je concède une place sur les 8 que j'ai à l'UFC, son allié de toujours. Et il y a un autre problème qui se pose. Quand on veut faire des lois pour faire plaisir à des gens, c'est comme ça qu'on se retrouve dans des situations inextricables qu'on peine à gérer. Vous comprenez un peu, non? Parce que, entre-temps, cette loi dite de l'opposition, c'est une anomalie. Oui. C'est quelque chose qui n'existe nulle part. Si. Ailleurs. Alirou, oui. Ça existe au Togo et ça fait partie de l'arsenal juridique du Togo, quitte à ce que on la change. Sinon, pour le moment, nous avons une loi portant statut de l'opposition au Togo. Et Didier Assogba, justement, quand on approche les milieux de l'UFC, ils disent que ils s'appuient sur cette loi-là pour revendiquer leur place au sein de l'opposition, la même loi qui porte chef de file de l'opposition que porte M. Jean-Pierre Fabre avec une certaine fierté. Moi, j'ai également une appréhension par rapport à ce loi portant statut de l'opposition au Togo. C'est une aberration qu'on devrait effacer rapidement pour refaire d'autres lois. Non, qui existe, qui ne tient pas la route, qui existe, mais qui ne tient pas la route, qui ne tient pas compte du contexte togolais. On ne peut pas danser et s'apprécier. Ce n'est pas possible. Nos grands-parents nous ont laissé léguer cette intelligence-là au Togo ici. Il faut que nous puisions au moins dans notre intelligence qu'on ne peut pas être en train de sarcler et être derrière en train de juger. Ce n'est pas possible. Et donc, tant que quelque chose n'est pas possible, on ne peut pas l'inventer et mettre dans notre arsenal juridique et que cela va nous poser problème. Aujourd'hui, ça pose problème alors que depuis 2010, l'UFC est constamment dans des gouvernements et est comptable de l'action gouvernementale. Dans quelle mesure est-ce que l'UFC peut encore aujourd'hui s'opposer à ce même gouvernement et à ce même régime? Je ne sais pas, mais cette loi-là ne tient pas la route et il va falloir la réviser complètement, la réviser au fond pour enlever ces anomalies-là qui disent que non, si tu es à l'Assemblée nationale, il suffit que tu déposes un papier comme quoi tu es encore dans l'opposition pendant que tu es au gouvernement et que ça tient. C'est pas bien. À ce niveau-là, justement, il y a quelqu'un qui relève que l'opposition s'est souvent élevée contre cette loi, mais aucun parti de l'opposition n'a soumis de proposition de loi pour la changer. Oui, mais donc elle fait partie de notre arsenal juridique. Non, nous savons quels sont est réservé aux propositions de loi de l'opposition actuellement à l'Assemblée nationale. Tant que le pouvoir ne sera pas d'accord, tant que la majorité ne sera pas d'accord avec cette démarche, puisque la loi telle qu'elle est actuellement arrange
arrange la majorité au pouvoir, parce que la loi l'arrange, parce que sur les 5 réservés à la majorité parlementaire, elle n'aura pas à donner un poste à l'UFC, donc les amendements, les propositions ne passeront jamais. Dans ce sens, il va falloir qu'on trouve, qu'on s'asseye autour d'une table pour redéfinir le statut de l'opposition. Même le statut, la loi telle qu'il se trouve actuellement ne reconnaît pas les partis extra-parlementaires. Et là, c'est également un problème énorme, parce qu'il y a plus de partis extra-parlementaires que de partis parlementaires. Et tous sont de l'opposition ou peut-être sont proches du pouvoir un peu. Donc comment est-ce qu'on peut concevoir une loi qui exclut un certain nombre ou le plus grand nombre même des entités politiques au Togo? Ça ne tient pas la route. Il va falloir réfléchir peut-être après les élections, y réfléchir. Mais je veux dire tout simplement sur la crise, avant de laisser la parole, que à mon sens, il y a un petit découragement au niveau de la CEDEAO, ou carrément la CEDEAO est en train de prendre le problème togolais un peu à la légère. Parce que nous, Togolais, nous savons la complexité et toute la difficulté avec laquelle nous arrivons à nous parler entre nous, si tant est que nous voulons parler entre nous. Il y a une complexité d'abord, puis il y a une difficulté. On n'arrive jamais à écouter l'autre et on n'arrive jamais à se comprendre. Si la CEDEAO veut nous aider, elle n'a qu'à être avec nous et nous aider jusqu'au bout. Mais si elle ne veut pas nous aider, là on constatera tout ce qui arrivera. Merci. Oui, s'agissant de la marche de vendredi, il y a longtemps que nous n'avons pas écouté notre ami, Olivier, plutôt Nicolas, il y a longtemps, vous avez tellement parlé que des gens se plaignent encore de leur tympan. Eh bien, Olivier, un moment, voilà nous nous acheminons vers la fin de l'émission. Voilà le contexte. Il y a la CENI, il y a le recensement, il y a le climat. On craint que ça se tende de nouveau. Alors, vous qui êtes de la diaspora, quel est votre état d'âme quand on voit le processus dans lequel nous sommes engagés, comme je l'ai dit il y a d'une fois? Non, moi je pense que je vais rebondir sur la question relative au boycott et au blocage du processus qui est en cours. Je pense que la diaspora n'est pas inscrite dans cette dynamique, puisque nous avions perdu plus de temps. Je crois il y a cela 6 mois, j'ai écrit un article relatif aux impacts économiques des manifestations, de tous les blocages là qui se passent aujourd'hui sur la sphère macroéconomique du pays. Donc, je pense que tu avais fait allusion entre-temps. J'en avais cité quelques extraits. Oui, exactement. Donc, je pense qu'il va falloir aller vite et pour que le pays avance dans la concorde nationale. Tout le monde veut aller vite, mais les plus grands décideurs, à savoir le pouvoir et son opposition, ont tous les problèmes du monde pour s'asseoir et s'entendre eux-mêmes. Oui, c'est ce qu'il va falloir, c'est ce qu'il faut faire exactement. Parce que on va pas, vous vous rappelez, on est passé du FRAC par exemple en 2005, du CST en 2013, du CAP en 2015 et aujourd'hui on est avec la C14 en 2018. Donc avec les mêmes stratégies, les mêmes méthodes. Donc il va falloir que l'opposition et la classe politique puissent s'asseoir pour discuter sérieusement et faire avancer. Et je pense que le gouvernement togolais est dans cette dynamique, donc il va falloir aussi les accompagner et la diaspora est prête pour ça. Voilà, autrement dit, nous tournons en rond et en appelant toujours à la bonne volonté des principaux acteurs. Oui, exactement. Voilà, eh bien quand même un petit sujet à côté qui n'est pas loin quand même du problème. Alirou, vous nous introduisez un peu dans les couloirs de l'Assemblée nationale, notamment. Il est question, je me perds un peu dans mes papiers. Oui, vous vous inquiétez du parc automobile de l'Assemblée nationale. Il semble que certains véhicules de l'Assemblée nationale auraient été vendus aux enchères publiques sans l'avis du président Daman Dramani. On a tenté de vendre des véhicules quand même. Qui ont? Non, au niveau du garage central. Vous savez, certains véhicules qui ne sont pas en bon état, souvent pour désengorger le parc auto du garage central. Non, de l'Assemblée nationale. Du garage central, oui. On les met à la vente aux enchères. Mais, entre-temps, quand l'Assemblée nationale crêchait au niveau du palais des congrès, oui. Il n'avait pas de parc auto là-bas, il n'y avait pas d'espace de parking où mettre les dents. Souvent, les véhicules étaient
étaient amenés à chose au niveau du garage central pour être stationnés. Le lendemain, les chauffeurs venaient les chercher. Mais il y a une note du ministère des Finances qui voulait quand même que ces véhicules, on puisse nettoyer les écuries des vieux véhicules qui ne tiennent pas. Donc, quitte aux preneurs de les prendre de les choses. Mais souvent, quand il y a de ces ventes aux enchères, c'est pas ça, c'est pas Tchanyao, c'est encore Mwaliru. Donc, ils se connaissent. Donc, c'est comme un truc qui se fait entre copains. Mais ce qui est un peu dommage, c'est que les véhicules qui devraient passer à la casserole pour la vente aux enchères, c'est des véhicules neufs, des véhicules en bon état. Donc, on a voulu faire un forcing pour les mettre, pour les déverser dans les véhicules qui sont censés être choses. Et c'est là que quand les chauffeurs de l'Assemblée nationale sont venus pour sortir leur véhicule, là, le DG du garage central a demandé à ce que on récupère les clés des 10 véhicules auprès des chauffeurs de l'Assemblée nationale. Donc, il y a eu des tractations, il y a eu même des empoignades, un mini-pugilat, et des gens même ont eu leur tenue déchirée. Et il a fallu même que le président de l'Assemblée nationale appelle pour que l'ordre revienne. Donc, ce n'est pas des véhicules fatigués, ce n'est pas des véhicules amortis, mais c'est des véhicules qu'on a intégrés dans le parc parce qu'il n'y avait pas de parking. Maintenant qu'on a de parking, on a voulu les sortir, mais certains n'ont pas vu ça autrement dit, le directeur du garage administratif a tenté de subtiliser des véhicules de l'Assemblée nationale pour les passer aux enchères publiques. Absolument, des véhicules quand même. Quand au niveau de l'administration, on crée qu'il n'y a pas de matériel roulant à certains niveaux pour choses. Et quand on vient quand même à liquider de façon aussi sournoise ces véhicules quand même qui ont un bon aspect. Merci. Ça fait quelque mal. C'est le patrimoine à nous tous togolais. Donc ça ne devait pas se passer comme cela. Donc le mérite de l'article, c'est d'attirer l'attention du président Daman Dramani sur tous les soins qu'il doit apporter au parc automobile. Maintenant, avec son nouveau palais, il doit avoir de l'espace pour garer ses véhicules. Oui, c'est pourquoi le président de l'Assemblée nationale même a dû refuser que ces véhicules-là passent à la vente aux enchères. Donc, je crois que l'ordre est revenu, mais les autres ministères, autres directions ou instituts aussi doivent veiller au grain pour que le directeur du garage central ne fasse pas ce qu'il a tenté de faire avec les véhicules. Merci. Eh bien, la semaine vient d'être lancée avec votre passage aujourd'hui. À la fin, juste le traditionnel tour de table avec vos cartons du début d'émission. Mais notre invité, Olivier Kabassema, eh bien, vous avez vécu cette émission en live avec nous. Nous sommes à la fin. Votre conclusion? Ma conclusion est très simple. Je pense que j'appelle les acteurs politiques à l'apaisement, aux discussions, pour que le pays se relance. Autrement dit, ce que nous disons ici au jour le jour. Merci à vous, Olivier Kabassema, d'ajouter de l'eau à notre moulin. Carton du jour, Didier Assogba? Non, j'ai pas de carton, je passe. Vous passez. Nicolas Kovigan-Digbli? Oui, carton rouge à Sass qui m'a coupé de la parole. Donc, carton rouge à Sass. Vous m'offrez l'occasion plutôt de vous exhiber le carton rouge qu'une auditrice vous a brandi parce que vous avez fait mal à cet moment. Merci beaucoup. Aliru Moru Tchakala? Carton rouge sans à l'OAPEC du sieur Tete Seiram Yao qui met l'enseignement supérieur en difficulté. Aujourd'hui, il est au niveau de la prison civile, mais de sa prison civile, il continue toujours par entretenir ces réseaux qui, ma foi, n'arrangent pas les étudiants brillants qu'il soumet à un traitement inhumain en dehors des territoires nationaux. En tout cas, Courrier de la République en dit plus. Au APEC, la grande tâche noire dans l'éducation, même en prison, le sieur Tete Yao, c'est aussi nocif. Et puis un autre article que Courrier de la République publie sur une université privée. C'est un communiqué. Le ministère de l'Enseignement supérieur devrait prendre connaissance de votre article-là et aviser en conséquence. Eh bien, dernière dépêche, Didier Assogba, une dépêche qui vient de tomber de la CENI. Oui, la CENI qui nous envoie un communiqué en Parlez direct. Bien dans le micro, s'il vous plaît. La CENI qui vient nous envoyer un communiqué en direct dans le studio ici. Il dit communiqué de la CENI portant prorogation du recensement électoral dans la zone 1. Le président de la Commission électorale nationale indépendante porte à la connaissance du public
et de tout le personnel électoral que, vu les affluences dans plusieurs centres de recensement et de vote et en vue de permettre à tous les citoyens d'obtenir leur carte d'électeur, le recensement électoral fixé du 1er au 8 octobre 2018 dans la première zone est prorogé jusqu'au mardi 9 octobre 2018. Les heures d'ouverture et de clôture des CRV sont maintenues de 7h à 17h. En conséquence, il invite tous les Togolais, citoyens togolais ayant 18 ans et plus, à accomplir cet acte citoyen et civique. Le président de la CENI compte sur le patriotisme, l'engagement et la mobilisation de tous pour la réussite de ce recensement. En somme, l'information... J'ai votre carton rouge. Non. Carton rouge au ministre Gilbert Bahora. Vous êtes déjà passé? Eh bien, l'information, c'est que en direct, la CENI proroge les opérations de recensement jusqu'à demain mardi à 17h. Évidemment. Oui, maintenant votre carton, Ari Miao Chanyao. Carton vert. À qui? Au président de la CENI. Pourquoi? Bravo. Qui a compris que les Togolais, parce que c'est important par rapport au processus qui a été ouvert, qu'on permette à tous ces Togolais qui marquent la volonté d'avoir leur carte d'électeur. Merci. Donc, l'information, c'est que la CENI proroge les opérations de recensement jusqu'à demain. Donc, les retardataires ont encore 24 heures jusqu'à demain mardi à 17h. C'est fini pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons demain mardi à 11h, si Dieu le veut, et Dieu le voudra certainement parce que nous lui demandons. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonne-toi et partage la vidéo avec tes proches.